C'est un réel plaisir de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Bienvenue dans votre émission Africa Chic. Pour bien assortir sa tenue, il faut quelquefois une belle paire de chaussures et beaucoup de personnes l'ont compris. Alors, les femmes et les hommes aiment bien les chaussures. Ces chaussures sont très prisées au Sénégal et en Afrique. L'invité du jour est bien placé pour vous parler de la qualité, de l'authenticité des chaussures Made in Africa ou encore Made in Sénégal. Nous recevons Ibrahima Diémé, plus connu sous le nom de Vitch. Il évolue dans le domaine de la maroquinerie et de la cordonnerie et travaille avec finesse et élégance. Nous allons le retrouver juste après le reportage de Régis Moukila et Sanoussi Sané. Découvrons ensemble l'expertise des artisans cordonniers sénégalais à Dakar. Elles ne sont pas nombreuses au Sénégal, les femmes qui se spécialisent en cordonnerie. Ces belles chaussures, faites à base de cuir et quelques autres tissus africains, sont l'œuvre de Baya, plus connue sous le label Baya Design. Le fait qu'on parle de Baya, on parle déjà des baskets qu'elle customisait. Derrière ces baskets, c'était juste pour donner une touche africaine. Nous, on utilise le cuir et les tissus africains, comme par exemple le bogolan, le pagne tissé, le kokudunda, et le pagne faso d'Anfani et le pagne baoulé aussi. Cette femme entrepreneur évolue dans le domaine de la maroquinerie depuis 2014. Et ce n'est pas tout. Elle customise aussi des articles pour leur donner une seconde vie. Vis-à-vis les réseaux sociaux et les bouches à oreille, je fais passer le message et les gens amènent pas mal de leurs articles déjà qui sont déjà perdus de vue, que je donne encore une nouvelle vie et qui fait garder aussi une autre histoire qui existe déjà. Parce que des fois, je reçois des accessoires à travers des clients qui me disent que ce sac, c'était un ami qui me l'avait donné et il n'est plus en vie et j'aimerais pas le jeter, donc je préfère le garder souvent. Donc à travers ça, on prend le sac, on le refait, on le recustomise et de ce fait que la personne pourra l'utiliser comme il se faut et garder l'histoire et des souvenirs. Baya a ouvert sa boutique en 2020, 2 semaines avant les restrictions liées à la crise sanitaire. Aujourd'hui, elle se réjouit de ses collections lancées depuis quelques semaines. Ça dépend. Des fois, certaines aiment préférer seulement une paire de chaussures et de le faire marier avec un autre sac. Des fois, certaines préfèrent aussi avoir un sac et une paire de chaussures qui va avec. Ça, c'est déjà une claquette qui est faite avec du cuir et avec une semelle orthopédique, avec du tricot que je fais moi-même. Donc, juste pour donner une touche un peu africanité, classe et que pouvait porter n'importe avec quel habit. Ça dépend de le style que la personne veut adopter. Et c'est la même chose. Ça fait partie de notre première collection qui s'appelle Yereline Yele Tabatu, qui veut dire retourne à la source en soninké. Donc que j'ai fait avec du cuir et du tricot que j'ai mélangé avec beaucoup de fils pour donner ce style. Après la visite chez Baya Design, l'équipe d'Africa Chic a fait immersion dans un marché populaire de Dakar, dénommé la Médina. Ici, les artisans fabriquent des chaussures pour femmes, hommes et enfants. Abdoulaye est passionné de la cordonnerie. Il a plutôt opté pour les chaussures classiques et ordinaires. Je peux fabriquer les babouches, les sandales, les tapettes avec les chaussures avec talons. Même les chaussures en homme aussi, je les fabrique. Ça, c'est mon fabrication. Ça, c'est mon fabrication aussi. Parfois, je fabrique des chaussures en cuir. Il y a les chaussures avec daim. Il y a simili-cuir, il y a pagne, tissé ou bien wax. Comme ça, là, ça c'est cuir. Ça c'est chevreau. Ce chevreau noir, je l'ai fabriqué. Ça c'est en cuir, quoi. J'ai mis avec un boucle argenté. Le cosplay aussi. Ça, c'est simili-cuir. Ça c'est simili-cuir. C'est sur femme aussi. Ça c'est daim. J'ai varié 2 couleurs de daim différentes. Vert et noir aussi. Dans cet atelier, chacun gère son business tant bien que mal. Mais pour les collègues d'Abdoulaye, son travail est limité. Il dépend d'autres entrepreneurs qui lui proposent un paiement par commande.
Ce n'est pas tous les jours que je travaille avec mes partenaires. D'ailleurs, ils ne me payent pas bien. Je pense que c'est mieux que je travaille pour mon propre compte. Parce qu'avec mes partenaires, je gagne moins. Je précise aussi que je fabrique beaucoup plus de chaussures pour femmes parce que ça marche bien. Dans ce marché, les sandales pour hommes sont très prisées, ce qui explique le choix de ce cordonnier expérimenté dans le domaine grâce à son père. Dans sa boutique, on y voit une variété de paires. Je suis le fils d'un cordonnier. Mon expertise n'est pas étonnante. C'est dans mon sang. C'est comme le lutteur Balla Gaye. Il a été coaché par son père. Mon métier est le résultat du soutien de mon père. Ces sandales se mettent avec les boubous. La promotion des chaussures africaines au Sénégal est un exemple de promotion des talents locaux, ce qui pourrait aussi constituer une opportunité pour les investisseurs dans les industries artisanales, afin de stimuler la croissance économique et encourager la renaissance de la culture et des traditions locales. Retour sur ce plateau, Ibrahima Djemé, plus connu sous le nom de Vitch. Vitch, justement, c'est le nom de votre marque. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, Simi. Nous venons de voir dans le reportage comment les artisans sénégalais fabriquent des chaussures traditionnelles et ce n'est pas évident, justement. Que diriez-vous de leur expertise en matière de chaussures classiques et ordinaires ? Ouais, d'abord, je tiens à saluer l'ensemble de vos auditeurs et de vous remercier par rapport à l'invitation. Et ouais, je pense que le reportage qui vient de passer, franchement, les images nous sont très familières parce que nous aussi, nous sommes dans le secteur. Et j'ai aussi constaté dans le reportage qu'il y avait, d'abord, à côté, on avait montré un entrepreneur qui est vraiment dans la modernité. Oui. Et de l'autre côté, on nous a montré des gens qui sont vraiment dans la production locale ou même traditionnelle, on va dire. Ouais. Oui. Donc, je pense que c'est ça la réalité de la cordonnerie au Sénégal de manière générale. Donc, on a vraiment... le métier reste le même, mais après, les démarches, les stratégies et les visions peuvent être différentes. Oui, justement, c'est un travail excellent, que ce soit Baya Design qu'on a vu tout à l'heure ou encore les artisans cordonniers à Médina. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut davantage faire connaître ces produits à l'étranger ? Ça ne doit pas seulement se limiter ici. Oui, c'est très important. Je pense que c'est... En fait, c'est ça la différence entre aujourd'hui les entrepreneurs qui ont une vision assez moderne et ceux qui sont toujours stagnés dans cette vision traditionnelle. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que nous sommes devant un marché mondial, c'est-à-dire on ne peut plus s'en tenir à nos cultures ou à nos coutumes, etc. Donc le monde il est assez ouvert, donc il faut tout le temps essayer, c'est-à-dire de suivre le rythme. En quoi faisant? En essayant de s'adapter par rapport au marché mondial. Donc ce qui nous impose même, franchement, d'essayer d'améliorer notre production, c'est-à-dire en termes de finition, en termes des articles que l'on propose, en termes de packaging. C'est-à-dire c'est vraiment toute une chaîne qu'on doit essayer de booster en fait. Beaucoup d'artisans cordonniers n'arrivent pas aussi à s'y adapter. C'est un peu difficile de suivre le rythme. Ouais. Vous allez entendre peut-être un cordonnier, il a fait 10 ans, 20 ans, il a 20 ans d'expérience, mais il a du mal à s'adapter, à s'y adapter, je dirais, parce que c'est un peu peut-être difficile. Il n'arrive pas à suivre le rythme. Vendre à l'étranger, être sur les réseaux sociaux, vendre en ligne, par exemple. C'est vrai. En fait, pour moi, le principal frein, c'est peut-être l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme moi, je suis sur cette logique. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai une vision industrielle. Je suis dans l'exportation, je suis dans la production de produits assez modernes. Et ça, je pense que je le dois à mon parcours, à mon expérience, etc. Donc, je pense que la formation doit être présente dans ce secteur. Parce que c'est des gens qui ont naturellement... en fait, c'est des autodidactes dans la plupart des cas. Parfois, c'est des gens qui sont nés dans des familles de cordonniers. Donc,
ils sont formés dès bas âge, mais avec dans un contexte assez, comment dirais-je, assez traditionnel, assez limité. Local. Voilà, donc maintenant, pour avoir une certaine ouverture, il faudrait vraiment un background qui te permet de comprendre le monde. Parce qu'il faut d'abord comprendre le monde, comprendre, c'est-à-dire la cordonnerie de l'autre côté, comment ça se passe, qu'est-ce que les gens veulent vraiment, qu'est-ce que les gens attendent vraiment de la cordonnerie dans le monde entier. Je pense que c'est l'ensemble de ces points-là qui nous permettent de pouvoir faire des propositions adéquates. Alors, l'investissement dans les technologies de production moderne, c'est ce que vous faites, vous venez de le dire, vous êtes déjà dans cette optique. Exactement. Comment vous arrivez à vous en sortir? Parce que pour certains, c'est très difficile. Ouais, pour certains, c'est vrai que pour certains, c'est très difficile, mais pour des gens comme nous, on va dire que c'est une suite logique. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je prends en compte ma formation, j'ai une licence en marketing, un master en management et gestion des entreprises. Donc, si jamais je décide de me lancer dans un secteur comme la cordonnerie, je ne peux pas le faire comme celui qui le fait à Médina. Donc, logiquement, il faut qu'il y ait une différence. Et cette différence, je pense que c'est dû à ma formation, c'est dû à mon parcours. Donc, nous, je pense que nos atouts en ce sens, c'est d'abord cette ouverture d'esprit qu'on a. Parce que nous, franchement, on ne s'est pas bloqué sur le marché africain ou le marché sénégalais. Nous, on s'est dit qu'aujourd'hui, avec les libres-échanges, tout ça, donc on a le monde, c'est un gros village. Donc on peut être aujourd'hui ici à Dakar et vendre nos produits en France ou en Italie ou aux États-Unis. Donc il faut juste essayer de comprendre, c'est-à-dire les outils ou les canaux qui nous permettent vraiment de faire, de pouvoir distribuer, c'est-à-dire nos produits dans le monde entier. Alors, dans le monde entier, vous parlez de France, vous parlez d'autres pays européens et vous vendez également en Afrique centrale. Exactement. Vous l'avez dit avant de commencer cette émission. Quel est le retour que vous avez de la part de vos clients? Parce que vous vendez des produits de haut de gamme. Ouais, je pense que déjà, nous, on favorise l'exportation d'abord vers l'Afrique parce que nous, on est convaincus que l'échange entre Africains est toujours plus bénéfique. Donc, nous, d'abord, nos premiers partenaires avec qui on a travaillé sur notre projet, c'est des entrepreneurs africains. Et c'est des gens qui sont dans la sous-région. Je peux citer des pays comme le Cameroun, le Congo, etc. Donc, je pense que le retour, il est positif. Il est vraiment encourageant et c'est ce qui nous a permis de rester dans ce domaine depuis plus de 5 ans. Donc, je pense que les gens, ils sont satisfaits parce que parfois, ils ne s'attendent même pas à une telle production parce qu'ils se disent tout le temps que non, un Africain ne peut pas produire un tel produit. Or que ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est pas cher aussi? Parce que quand on parle de haut de gamme, les gens peuvent se dire que ces produits-là sont chers. Ouais, c'est vrai que c'est du haut de gamme, mais on va dire que c'est du haut de gamme africain entre guillemets. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voilà, haut de gamme africain, ça veut dire que c'est du haut de gamme très accessible. Parce qu'aussi, il faudrait qu'on prenne en compte la situation économique du continent. On n'est pas vraiment un continent vraiment développé, même si on est en voie d'émergence. Donc, ce qui a salué. Et je pense que c'est même sur cette logique que nous, on vient s'inscrire pour vraiment booster le secteur dans lequel nous sommes. Donc pour ça, il faudrait prendre en compte, c'est-à-dire l'aspect social, l'aspect économique. Et on sait tous qu'en Afrique, les revenus, c'est pas trop ça. Donc il faudrait de la qualité, mais très accessible. Donc c'est pour ça, entre guillemets, on dit qu'on fait du haut de gamme africain. D'accord. Vitch Industries, c'est le nom de votre entreprise. Exactement. Quelle est la spécialité de la marque en termes d'accessoires? Ouais, ce que l'on fait de manière générale, c'est à la base Vitch Industries, c'est une marque. Donc on est dans la cordonnerie, la maroquinerie et peut-être même dans un futur très proche dans tout ce qui est textile. Mais actuellement, nous sommes plus dans la cordonnerie et la maroquinerie. Et quand je dis cordonnerie et maroquinerie, c'est les chaussures en cuir ou en daim, les ceintures, des portefeuilles, des classeurs en cuir. Donc tout ce qui est produit dérivé du cuir, on va dire. D'accord. Voilà. Et vous travaillez également avec des personnes qui se spécialisent dans le textile. Comment se passe cette collaboration et pourquoi ce choix? Ouais. En fait, ce choix a été motivé par ce désir vraiment de mettre en place une chaîne industrielle.
Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que, par exemple, au Sénégal, il n'y a pas de fabricant de chaussures. Donc, tout le temps, on importait les chaussures, soit de l'Europe ou de la Chine, etc., de l'Asie, on va dire. Donc, nous, aujourd'hui, notre volonté, c'était vraiment de mettre en place une grande unité qui pourra vraiment fournir tout le marché africain en chaussures de qualité. Donc, c'était ça l'objectif. Maintenant, pour ça, en dehors de cette stratégie pour bien produire, il fallait aussi des créneaux pour pouvoir distribuer les produits. Et c'est en ce sens qu'on s'est dit qu'il y a pas mal de marques qui sont parfois spécialisées dans le textile, qui ont déjà une clientèle qui est fixe et qui est fidèle, déjà là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de leur proposer les accessoires que l'on propose, mais avec leur marque, parce qu'eux, ils ont déjà leur public, ils ont déjà leur clientèle. Donc il sera plus facile pour eux de vendre des produits avec leur marque qu'avec une autre marque. Et nous, on y gagne toujours parce que ça nous permet non seulement de produire tout au long de l'année, mais aussi de contribuer à cette capacité d'autosuffisance en termes de... Alors, en termes de... Oui, allez-y. En termes de chaussures ou d'accessoires en cuir, quoi. D'accord. J'apprécie bien cette collaboration, mais j'ai envie de savoir, est-ce que vous n'avez pas peur de la concurrence ? Non, c'est pas forcément de la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il faudrait qu'on essaie de changer les paradigmes. Parce qu'aujourd'hui, nous, Africains, il faudrait qu'on essaye de se solidariser sur le plan des affaires. Parce que je pense que c'est ce qui pourra vraiment nous faire sortir du lot. Oui. Donc moi, personnellement, je ne pense pas que c'est de la concurrence. Pour moi, c'est une collaboration, en fait. Donc, parce que aujourd'hui, la personne qui vient chez moi pour acheter mes chaussures, s'il en a besoin encore, il reviendra chez moi, naturellement. Mais en mettant une marque, sa marque. Oui, avec sa marque. Mais tant que c'est moi qui produis, je pense que je ne veux pas aller en profondeur sur ma stratégie de manière générale. Parce que j'ai des concurrents qui me regardent, vraiment. Je comprends. Mais je pense qu'en fait, ça a été très bien réfléchi. Et je pense que même à la limite, en suivant cette logique, on peut même avoir le monopole de la production en termes d'accessoires en cuir. Après ça, c'est vraiment un sujet sur lequel j'aimerais pas trop... Non, je ne veux pas insister là-dessus. Alors, quels sont les avantages des chaussures africaines ? On parle aujourd'hui des marques internationales, mais vous encouragez les Africains à aimer leurs propres produits. Quels sont les avantages, justement ? En fait, pour les avantages, il y en a... Ils sont de plusieurs ordres. D'abord, économiquement parlant, juste le fait de consommer local, ça crée des emplois, ça crée de la richesse. Et en même temps, je pense qu'on a aussi déjà de la matière présente. Au lieu de vendre la matière première à l'état brut, je pense qu'il est plus intelligent de faire la transformation de ces matières et essayer aussi d'ajouter une certaine valeur sur ces produits et essayer de montrer un autre visage de l'Afrique. Donc je pense que sur le plan social, il y a des impacts, ça crée des emplois. Sur le plan économique, l'impact il est réel, ça crée de la richesse. Et voilà, même sur le plan, international, ça permet de nous faire connaître aussi. Ça permet vraiment à l'Afrique de dire son mot dans le monde de la mode ou dans le monde de l'industrie du textile ou du cuir. Alors, ce que vous dites est très intéressant. Maintenant, la fabrication, on sait qu'au Sénégal, la fabrication est encore artisanale, surtout au marché de Ngaye Mékhé, si je prononce bien. C'est bien ça. Qu'est-ce qui retarde au Sénégal l'industrialisation dans ce secteur ? Ouais, pour l'industrialisation aussi, je pense que les problèmes, ils sont divers et variés. Parce qu'aujourd'hui, on peut les segmenter en deux grands axes, on va dire. D'abord, on a les problèmes qui sont liés à tout ce qui est les problèmes politico-économiques, on va dire. C'est-à-dire, en termes de vision, franchement, je pense que, je ne fais pas de la politique, mais je pense que nos dirigeants, ils n'ont pas cette vision par rapport au secteur en tant que tel. C'est-à-dire, moi, je me dis qu'ils ne savent pas le potentiel que ce secteur a réellement, en fait, ou l'impact que ce secteur peut apporter dans l'économie du pays de manière générale. Ensuite, sur le plan économique, ils n'ont pas créé de cadre, c'est-à-dire de cadre où le cordonnier de Médina peut aller directement, c'est-à-dire là où il pourra avoir un service, c'est-à-dire sur mesure, c'est-à-dire tu n'as pas les moyens de t'acheter toutes les machines, mais au moins tu
tu as le savoir-faire. Après, il faudrait que tu aies au moins des entreprises ou des unités vers lesquelles... De production. Exactement, tu pourras aller soit faire les découpages de tes matériaux ou soit, je sais pas, faire la personnalisation des produits. Donc, il faut vraiment un écosystème, c'est-à-dire un environnement. Et ça, il n'y a que l'État qui peut le mettre en place. Et sur le plan social aussi, on peut noter des problèmes comme on va dire que les Africains ne sont pas trop consommés local. Oui, il faut vraiment promouvoir exactement. Et ça, je pense que c'est un problème. C'est un problème lié à la société, c'est-à-dire c'est un problème social lié directement à la mentalité. Donc ça, je pense qu'il faudrait qu'on essaie aussi de sensibiliser en ce sens pour pouvoir vraiment leur montrer c'est quoi l'impact du consommer local. Parce que je pense qu'ils ne sont pas encore conscients de l'impact que cela peut avoir dans leur propre pays. Alors, je voudrais revenir sur l'aspect, vous avez parlé des dirigeants sénégalais. Justement, dans ce sens-là, il y a quand même des subventions, il y a des prêts. Parce que le Sénégal, le gouvernement a mis en place un système qui permet à certains entrepreneurs ou aux entrepreneurs justement de bénéficier des prêts, des subventions dans le cadre de la promotion des chaussures. Est-ce votre cas ou pas? Non, moi, personnellement, je n'ai pas encore eu la chance d'en avoir. Mais par contre, je pense qu'il y a des agences qui sont spécialisées dans tout ce qui est financement de projets des jeunes, etc. Je peux citer l'ADER ou l'ANPEJ, etc. Dernière question, Ibrahima. Vous avez une licence en communication et en management et en gestion d'entreprise. Et vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise dans un autre domaine. Comment en êtes-vous arrivé à une telle orientation? Comment j'en suis arrivé à une telle orientation? Je pense que d'abord, c'est lié à ma personnalité. D'abord, de manière générale, je pense que j'ai toujours eu c'est-à-dire ce flair d'entrepreneur en moi depuis que j'étais encore plus jeune. Mais ensuite, en étant, c'est-à-dire avec l'expérience de la vie de manière générale, on a su que, en fait, il fallait un nouveau type de Sénégalais, il fallait un nouveau type d'Africain pour vraiment changer les paradigmes. Donc, très bien. Ouais. Alors, ce n'est pas encore terminé Africa Chic. Okay. Hein. Nous allons suivre ensemble une découverte. Alors, nous allons vous faire découvrir le gavage, une pratique ancienne, mais bien africaine. Certaines femmes s'y adonnent pour prendre du poids et elles veulent bien être belles. Je ne sais pas si vous serez d'avis. C'est signé Fatou Cissé. Le gavage des femmes en Afrique est une pratique ancienne qui consiste à forcer les femmes à manger pour prendre du poids et avoir des rondeurs. Cette pratique est considérée comme un symbole de beauté et de richesse dans certaines cultures africaines. Les femmes qui sont en mesure de se gaver sont occasionnellement considérées comme étant les plus attractives. Bien qu'elle soit controversée, elle est encore pratiquée dans certains pays d'Afrique. On peut citer la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Cameroun. Dans ces pays, les femmes sont souvent contraintes de manger des quantités excessives de nourriture pour atteindre un poids considéré comme idéal. Le gavage est souvent considéré comme une forme de violence à l'égard des femmes, car il peut entraîner des problèmes de santé graves tels que l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. De plus, cette pratique peut avoir des conséquences psychologiques négatives pour les femmes qui sont forcées de se faire gaver. Le gavage des femmes, bien que cette pratique soit considérée comme un symbole de beauté et de richesse, c'est de plus en plus critiqué par les défenseurs des droits des femmes en raison de ses conséquences négatives sur la santé et le bien-être des femmes. Alors, mes chères dames, privilégiez votre bien-être pour rester en bonne santé et pour pleinement profiter de la vie. À ceux qui vous disent que pour être belle, il faut d'abord souffrir, répondez que vous préférez plutôt être naturellement belle à ravir. C'est tout pour votre rubrique découverte de la semaine. Il faut rester naturel. Alors, je ne sais pas si ce sera la vie aussi de notre invité. Que pensez-vous de cette pratique? Franchement, déjà, je viens de découvrir une telle pratique et franchement, je suis plus ou moins sidéré.
pour dire vrai, parce que je pense que il n'y a pas plus beau que le naturel. Ouais, donc ça ne sert à rien de se donner autant de peine. Et en plus, j'ai même vu qu'il y avait des conséquences. Effectivement. Et quand il y a des conséquences dangereuses, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. Et je pense que de manière générale, il faut toujours faire confiance en Dieu. Si Dieu vous donne une taille ainsi faite, acceptez la taille comme elle est. Et, voilà, il faut s'accepter. Et voilà, s'accepter, être fier de ce que l'on est. Merci ça, beaucoup. En fait. Ouais. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous Ibrahim remercie, Adjemé, c'était un plaisir aussi. de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. On se retrouve très bientôt sur Medi 1 et surtout prenez soin de vous.